Je m'appelle Francis Townsend et j'ai 22 ans. Il y a 2 semaines, je me tenais sur une estrade de remise de diplôme devant 3000 personnes, tandis que mes parents, ces mêmes personnes qui avaient refusé de payer pour mes études parce que je ne valais pas l'investissement, étaient assis au premier rang, le visage blême. Ils étaient venus voir ma sœur jumelle, Victoria, recevoir son diplôme. Ils n'avaient aucune idée que j'étais là. Et ils ne savaient certainement pas que c'était moi qui allais prononcer le discours principal. Mais cette histoire ne commence pas à la remise des diplômes. Elle commence 4 ans plus tôt, dans le salon de mes parents, lorsque mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Avant de continuer, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous plaît vraiment. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette soirée d'été en 2021. Les lettres d'admission sont arrivées le même mardi après-midi d'avril. Victoria a été acceptée à l'université de Whitmore, une prestigieuse école privée coûtant $65 000 par an. J'ai été acceptée à Eastbrook State, une bonne université publique, à $25 000 par an. C'était cher, mais gérable. Ce soir-là, papa a convoqué une réunion de famille dans le salon. Nous devons discuter des finances, a-t-il dit en s'installant dans son fauteuil en cuir, tel un PDG s'adressant à ses actionnaires. Maman était assise sur le canapé, les mains croisées. Victoria se tenait près de la fenêtre, rayonnante d'anticipation. J'étais assise en face de papa, serrant toujours ma lettre d'admission. Victoria, commença papa, nous couvrirons l'intégralité de tes frais de scolarité à Whitmore. Logement, nourriture, tout. Victoria a poussé un cri de joie. Maman a souri. Puis papa s'est tourné vers moi. Francis, nous avons décidé de ne pas financer tes études. Les mots n'ont pas tout de suite fait sens. Pardon. Victoria a un potentiel de leader. Elle a un bon réseau. Elle fera un bon mariage. Elle établira des liens. C'est un investissement qui a du sens. Il a fait une pause. Et ce qui a suivi a été comme un couteau s'enfonçant entre mes côtes. Tu es intelligente, Francis, mais tu n'es pas spéciale. Il n'y a pas de retour sur investissement avec toi. J'ai regardé maman. Elle évitait mon regard. J'ai regardé Victoria. Elle envoyait déjà un texto à quelqu'un, partageant probablement la bonne nouvelle à propos de Whitmore. Alors, je dois me débrouiller toute seule? Papa haussa les épaules. Tu es pleine de ressources. Tu t'en sortiras. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'avais assez pleuré au fil des ans, pour les anniversaires manqués, les cadeaux de seconde main, le fait d'être coupé des photos de famille. Au lieu de ça, je me suis assise dans ma chambre et j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Pour mes parents, je n'étais pas leur fille. J'étais un mauvais investissement. Mais ce que papa ne savait pas, ce que personne dans cette famille ne savait, c'est que sa décision allait changer le cours de toute ma vie. Et 4 ans plus tard, il en affronterait les conséquences devant des milliers de personnes. Le fait est que ce n'était pas nouveau. Le favoritisme avait toujours été là, tissé dans la trame de notre famille comme un motif hideux que tout le monde prétendait ne pas voir. Quand nous avons eu 16 ans, Victoria a reçu une Honda Civic neuve avec un ruban rouge sur le capot. J'ai eu son vieil ordinateur portable, celui avec l'écran fissuré et une batterie qui tenait 40 minutes. Nous ne pouvons pas nous permettre de voiture, avait dit maman d'un ton d'excuse. Mais il pouvait se permettre les voyages de ski de Victoria, sa robe de bal de créateur, son séjour d'été en Espagne. Les vacances en famille étaient le pire. Victoria avait toujours sa propre chambre d'hôtel. Je dormais sur des canapés-lits dans les couloirs. Une fois, même dans un placard que l'hôtel appelait un « coin douillet ». Sur chaque photo de famille, Victoria était au centre, rayonnante. J'étais toujours sur le bord, parfois partiellement coupée, comme un ajout de dernière minute. Quand j'ai finalement interrogé maman à ce sujet, j'avais 17 ans, désespérée d'obtenir des réponses. Elle a juste soupiré. Ma chérie, tu imagines des choses. Nous vous aimons toutes les deux de la même manière. Mais les actes ne mentent pas.
Quelques mois avant la décision concernant l'université, j'ai trouvé le téléphone de maman déverrouillé sur le comptoir de la cuisine. Une conversation par texto avec tante Linda était ouverte. Je n'aurais pas dû la lire, mais je l'ai fait. Pauvre Francis, avait écrit maman. Mais Harold a raison. Elle ne sort pas du lot. Nous devons être pragmatiques. J'ai reposé le téléphone et je suis partie. Cette nuit-là, j'ai pris une décision dont je n'ai parlé à personne. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que je voulais me prouver quelque chose à moi-même. J'ai ouvert mon ordinateur portable, celui qui était fissuré avec la batterie mourante, et j'ai tapé dans la barre de recherche « Bourse d'études complète pour étudiants indépendants ». Les résultats ont mis du temps à s'afficher, mais ce que j'ai trouvé allait tout changer. J'ai fait les calculs à 2 heures du matin, assise par terre dans ma chambre avec un cahier et une calculatrice. Eastbrook State, 25 000 $ par an. 4 ans, 100 000 $. Contribution des parents, 0. Mes économies des emplois d'été, 2 300 $. Le fossé était vertigineux. Si je ne pouvais pas le combler, j'avais 3 options. Abandonner avant même d'avoir commencé, contracter une dette étudiante à 6 chiffres qui me suivrait pendant des décennies, ou étudier à temps partiel, étalant un diplôme de 4 ans sur 7 ou 8 ans tout en travaillant à plein temps. Chaque chemin menait au même endroit, devenir exactement ce que mon père avait dit que j'étais. L'échec, le mauvais investissement, la jumelle qui n'a pas réussi. J'entendais déjà les conversations familiales à Thanksgiving. Victoria s'en sort si bien à Whitmore. Francis? Oh, elle est encore en train de chercher sa voie. Mais il ne s'agissait pas seulement de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de me prouver que j'avais raison. J'ai parcouru les bases de données de bourses d'études jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. La plupart exigeaient des recommandations, des dissertations, une preuve de besoin financier. Certaines étaient des arnaques. D'autres avaient des dates limites déjà passées. Puis j'ai trouvé quelque chose. Eastbrook avait un programme de bourse au mérite pour les étudiants de première génération et indépendants. Couverture complète des frais de scolarité plus une allocation de subsistance. Le hic. Seuls 5 étudiants par an étaient sélectionnés. La compétition était féroce. J'ai sauvegardé le lien. Puis j'ai continué à chercher, et c'est là que j'ai vu pour la première fois le nom qui allait changer ma vie, la bourse Whitfield. Une bourse complète, 10 000 $ par an pour les frais de subsistance, décernée à seulement 20 étudiants dans tout le pays. J'ai ri à voix haute. 20 étudiants dans tout le pays. Quelle chance avais-je? Mais j'ai quand même mis la page en favori. J'avais 2 choix. Accepter la vie que mes parents avaient conçue pour moi, ou concevoir la mienne. J'ai choisi la seconde option. Mais pour cela, j'avais besoin d'un plan, et j'en avais besoin immédiatement. J'ai rempli un cahier entier cet été-là. Chaque page était un calcul. Chaque marge était couverte de plans. Emploi numéro 1, barista au Morning Grain, un café du campus. Horaire, de 5 heures à 8 heures. Revenu mensuel estimé, 800 $. Emploi numéro 2, équipe de nettoyage pour les résidences universitaires, les week-ends seulement, 400 $ par mois. Emploi numéro 3, assistante d'enseignement pour le département d'économie. Si je pouvais le décrocher, 300 $ de plus. Total, 1500 $ par mois, soit environ 18 000 $ par an. Il manquait encore 7 000 $ pour les frais de scolarité. Cet écart devrait provenir de bourses d'études au mérite. Le genre que l'on gagne, pas celui que l'on vous donne. J'ai trouvé l'option de logement la moins chère à distance de marche du campus. Une minuscule chambre dans une maison partagée avec 4 autres étudiants. 300 $ par mois, charges comprises. Pas de parking, pas de climatisation, pas d'intimité. Il faudrait que ça fasse l'affaire. Mon emploi du temps s'est cristallisé en quelque chose de brutal mais précis. 5 heures, travail au café. 9 heures à 17 heures, cours. 18 heures à 22 heures, études, travail ou tâches d'assistante. Sommeil, de 23 heures à 4 heures. 4 à 5 heures par nuit pendant 4 ans.
La semaine avant mon départ pour l'université, Victoria a posté des photos de son voyage à Cancun avec des amis, plage au coucher du soleil, margarita, rire. Moi, je rangeais ma couette achetée en friperie dans une valise d'occasion. Nos vies divergeaient déjà, et nous n'avions même pas encore commencé. Mais voici ce qui m'a fait tenir. Chaque nuit avant de dormir, je me chuchotais la même chose, c'est le prix de la liberté. La liberté de leurs attentes. La liberté de leur jugement. La liberté de ne plus avoir besoin de leur approbation. Je ne savais pas à l'époque à quel point j'aurais raison. Et je ne savais pas que quelque part sur le campus d'Eastbrook, il y avait une professeure qui verrait en moi quelque chose que mes propres parents n'avaient jamais pu voir. Thanksgiving de première année. J'étais assise seule dans ma petite chambre louée. Le téléphone collé à l'oreille, j'écoutais les bruits de la maison. Des rires en arrière-plan, le cliquetis de la vaisselle, le chaos chaleureux d'une réunion de famille dont je ne faisais pas partie. Allô, Francis. La voix de maman était distante, distraite. Salut, maman. Joyeux Thanksgiving. Oh, oui. Joyeux Thanksgiving, ma chérie. Comment vas-tu? Ça va. Papa est là? Je peux lui parler? Une pause. Puis j'ai entendu sa voix en arrière-plan, étouffée mais claire. Dis-lui que je suis occupée. Les mots sont tombés comme des pierres. La voix de maman est revenue, artificiellement enjouée. Ton père est juste en train de faire quelque chose. Victoria racontait une histoire très drôle. Ce n'est pas grave, maman. Est-ce que tu manges assez? As-tu besoin de quelque chose? J'ai regardé autour de moi dans ma chambre, les nouilles instantanées sur mon bureau, la couverture d'occasion, le manuel que j'avais emprunté à la bibliothèque parce que je ne pouvais pas me permettre de l'acheter. Non, maman. Je n'ai besoin de rien. D'accord. Eh bien, on t'aime. Je vous aime aussi. J'ai raccroché. Puis j'ai ouvert Facebook. La première chose dans mon fil d'actualité était une photo que Victoria venait de poster. Maman, papa et Victoria à la table à manger. Bougies allumées. Dinde scintillante. La légende, reconnaissante pour ma famille formidable. Ma famille formidable. J'ai zoomé sur la photo. 3 couverts. 3 chaises, pas 4. Ils n'avaient même pas mis une place pour moi. Je suis restée assise là un long moment, à fixer cette image. Quelque chose a changé en moi cette nuit-là. La douleur que je portais depuis des années, ce désir de leur approbation, de leur attention, de leur amour. Il n'a pas disparu, mais il s'est transformé. Il s'est creusé. Et là où il y avait la douleur, il n'y avait plus qu'un vide silencieux. Étrangement, ce vide m'a donné quelque chose que la douleur ne m'avait jamais donné, la clarté. 2e semestre, première année. Microéconomie 101. La docteure Margaret Smith était une légende à Eastbrook. 30 ans d'enseignement, publiés dans toutes les grandes revues. Une réputation terrifiante. Les étudiants murmuraient qu'elle n'avait pas donné de A, la meilleure note, depuis 5 ans. J'étais assise au 3e rang, je prenais des notes méticuleuses et j'ai rendu ma première dissertation, m'attendant au mieux à un B. Le devoir est revenu avec 2 lettres en haut de la page, A+. Sous la note, un mot à l'encre rouge, venez me voir après le cours. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Après le cours, je me suis approchée de son bureau. La docteure Smith rangeait déjà son sac, ses cheveux argentés tirés en un chignon sévère, des lunettes de lecture perchées sur son nez. Francis Townsend. Oui, madame. Asseyez-vous. Je me suis assise. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Cette dissertation est l'un des meilleurs travaux d'étudiant que j'ai lu en 20 ans. Où avez-vous étudié avant? Nulle part de spécial. Un lycée public. Rien d'avancé. Et votre famille? Des universitaires? J'ai hésité. Ma famille ne soutient pas mes études, ni financièrement ni autrement. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. La docteure Smith a posé son stylo. Dites-moi plus.
Alors, je l'ai fait. Pour la première fois, j'ai raconté toute l'histoire à quelqu'un, le favoritisme, le rejet, les 3 emplois, les 4 heures de sommeil, tout. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit quelque chose qui a changé ma trajectoire pour toujours. Avez-vous entendu parler de la bourse Whitfield? J'ai hoché lentement la tête. Je l'ai vu, mais c'est impossible. 20 étudiants dans tout le pays, a-t-elle dit. Bourse complète, allocation de subsistance, et les lauréats des écoles partenaires prononcent le discours de remise des diplômes. Elle s'est penchée en avant. Francis, vous avez un potentiel extraordinaire. Mais le potentiel ne signifie rien si personne ne le voit. Laissez-moi vous aider à être vu. Les 2 années suivantes se sont fondues en un rythme implacable. Réveil à 4 heures, au café à 5 heures. Cours à 9 heures. Bibliothèque jusqu'à minuit. Dormir, recommencer. J'ai manqué toutes les fêtes, tous les matchs de football, toutes les soirées pizza. Pendant que les autres étudiants se forgeaient des souvenirs, je me forgeais une moyenne générale, 4.0, 6 semestres d'affilée. Il y a eu des moments où j'ai failli craquer. Une fois, je me suis évanouie pendant mon service au café. Épuisement, déshydratation, a dit le médecin. J'étais de retour au travail le lendemain. Une autre fois, je me suis assise dans ma voiture, la voiture de Rebecca, en fait, qu'elle m'avait prêtée pour un entretien d'embauche et j'ai pleuré pendant 20 minutes. Pas parce que quelque chose de spécifique s'était passé, juste parce que tout s'était accumulé d'un coup, depuis des années. Mais j'ai continué. En 3e année, la Dr Smith m'a convoqué dans son bureau. Je vous nomme pour la bourse Whitfield. Je l'ai dévisagée. Vous êtes sérieuse? 10 dissertations, 3 séries d'entretiens. Ce sera la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite. Elle a fait une pause. Mais vous avez déjà survécu à pire. Le dossier de candidature a consumé 3 mois de ma vie. Des essais sur la résilience, le leadership, la vision. Des entretiens téléphoniques avec des jurys de professeurs. Des vérifications d'antécédents, des lettres de recommandation. Au milieu de tout ça, Victoria m'a envoyé un texto. La première fois depuis des mois. Maman dit que tu ne rentres plus pour Noël. C'est un peu triste, franchement. J'ai lu le message. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table et je suis retournée à ma dissertation. La vérité, c'est que je ne pouvais pas me payer un billet d'avion. Mais même si j'avais pu, je n'étais pas sûre de vouloir y aller. Ce Noël-là, je me suis assise seule dans ma chambre louée avec une tasse de nouilles instantanées et un minuscule sapin de Noël en papier que Rebecca m'avait fait. Pas de famille, pas de cadeaux, pas de drame. C'était, d'une certaine manière, les fêtes les plus paisibles que j'ai jamais eues. L'email est arrivé à 6h47 un mardi matin de septembre, en dernière année. Objet, Fondation Whitfield. Notification du tour final. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine faire défiler la page. Chère Mademoiselle Townsend, félicitations. Sur 200 candidats, vous avez été sélectionné parmi les 50 finalistes pour la bourse Whitfield. Le tour final consistera en un entretien en personne à notre siège de New York. 50 finalistes, 20 lauréats. J'avais 40% de chance si tout était égal. Mais les choses n'étaient jamais égales. L'entretien était prévu un vendredi à New York, à 800 miles de là. J'ai vérifié mon compte en banque, $847. Un vol de dernière minute coûterait au moins $400. Un hôtel engloutirait le reste. Et j'avais un loyer à payer dans 2 semaines. J'étais sur le point de fermer l'ordinateur quand Rebecca a frappé à ma porte. Frankie, on dirait que tu as vu un fantôme. Je lui ai montré l'email. Elle a crié. Littéralement crié. Tu y vas, a-t-elle dit. Fin de la discussion. Beck, je ne peux pas me le permettre. Billet de bus, $53. Il part jeudi soir, arrive vendredi matin. Je te prête l'argent. Je ne peux pas te demander ça. Tu ne me le demandes pas. Je te l'ordonne. Elle m'a attrapé les épaules.
Frankie, c'est ta chance. Tu n'en auras pas d'autre. Alors, j'ai pris le bus. 8 heures de nuit. Je suis arrivé à Manhattan à 5 heures du matin avec un torticolis et un blazer d'occasion emprunté à une friperie. La salle d'attente pour l'entretien était remplie de candidats tirés à 4 épingles, sacs de créateurs, parents rôdant à proximité, une confiance facile. J'ai baissé les yeux sur ma tenue de seconde main, mes chaussures éraflées. Je n'ai pas ma place ici, ai-je pensé. Puis je me suis souvenu des mots de la Dr Smith. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à ce monde. Vous devez leur montrer que vous le méritez. 2 semaines après l'entretien, je marchais vers mon service du matin quand mon téléphone a vibré. Objet, Bourse Whitfield. Décision. Je me suis arrêté au milieu du trottoir. Un cycliste a fait un écart pour m'éviter en jurant. Je ne l'ai pas entendu. J'ai ouvert l'email. Chère Mademoiselle Townsend, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionnée comme boursière Whitfield pour la promotion 2025. Je l'ai lu 3 fois, puis une 4e. Puis je me suis assise sur le bord du trottoir et j'ai pleuré. Pas des larmes silencieuses. Des sanglots laids et convulsifs qui ont fait que des inconnus me dévisageaient. 3 ans d'épuisement, de solitude et de détermination acharnée se sont déversés hors de moi, là, sur le trottoir devant le Morning Grain. J'étais une boursière Whitfield. Frais de scolarité complets, $10 000 par an pour les frais de subsistance, et le droit d'être transféré dans n'importe quelle université partenaire de leur réseau. Ce soir-là, la Dr Smith m'a appelé personnellement. Francis, je viens de recevoir la notification. Je suis si fière de vous. Merci pour tout. Il y a autre chose, a-t-elle dit. La bourse Whitfield vous permet d'être transféré dans une école partenaire pour votre dernière année. L'université de Whitmore est sur la liste. Whitmore. L'école de Victoria. Si vous êtes transféré, a poursuivi la Dr Smith, vous obtiendrez votre diplôme avec les plus grands honneurs, et c'est le boursier Whitfield qui prononce le discours de remise des diplômes. J'ai eu le souffle coupé. Francis, vous seriez major de votre promotion. Vous prendriez la parole à la remise des diplômes, devant tout le monde. J'ai pensé à mes parents, les imaginant assis dans le public pour le grand jour de Victoria, ignorant complètement ma présence. Je ne fais pas ça pour me venger, ai-je dit doucement. Je sais. Je le fais parce que Whitmore a le meilleur programme pour ma carrière. Je le sais aussi. J'ai fait une pause. Mais s'il se trouve qu'il vous voit briller, ce n'est qu'un bonus. J'ai pris ma décision cette nuit-là, et je n'en ai parlé à personne dans ma famille. 3 semaines après le début de mon dernier semestre à Whitmore, c'est arrivé. J'étais à la bibliothèque, 3e étage, niché dans un box d'études avec mon manuel de droit constitutionnel, quand j'ai entendu une voix qui m'a noué l'estomac. Oh mon Dieu, Francis! J'ai levé les yeux. Victoria se tenait à 1 mètre de moi, un latte glacé à moitié vide à la main, la bouche bée. Qu'est-ce que tu? Comment tu? Elle n'arrivait pas à former une phrase complète. J'ai fermé mon livre calmement. Salut, Victoria. Tu étudies ici? Depuis quand? Maman et papa n'ont rien dit. Maman et papa ne sont pas au courant. Elle a cligné des yeux. Comment ça, ils ne sont pas au courant? Exactement ce que j'ai dit. Ils ne savent pas que je suis ici. Victoria a posé son café, me fixant toujours comme si j'avais matérialisé de nulle part. Mais comment? Ils ne paient pas pour. Je veux dire, comment as-tu? J'ai payé moi-même. Pour Whitmore? J'ai été transférée. Bourse d'études. Le mot flottait entre nous. L'expression de Victoria a changé. Confusion, incrédulité, et autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? Je l'ai regardée. Ma sœur jumelle. Celle qui avait tout eu de ce qui m'avait été refusé. Celle qui n'avait jamais demandé, pas une seule fois en 4 ans, comment je survivais. As-tu jamais demandé? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai rassemblé mes livres.
Je dois aller en cours. Francis, attends. Elle m'a attrapé le bras. Est-ce que tu nous détestes? La famille? J'ai regardé sa main sur ma manche, puis son visage. Non, ai-je dit doucement. On ne peut pas détester des gens dont on a cessé de se soucier. J'ai dégagé mon bras et je suis partie. Cette nuit-là, mon téléphone s'est illuminé d'appels manqués. Maman, papa, encore Victoria. Je les ai tous mis en silencieux. Quoi qu'il arrive, cela se passerait selon mes termes, pas les leurs. Victoria les a appelés immédiatement. Je le sais parce qu'elle me l'a raconté plus tard, quand tout était fini. Elle est ici, avait dit Victoria, à peine la porte de son appartement passée. Francis est à Whitmore. Elle est là depuis septembre. Selon Victoria, le silence à l'autre bout du fil a duré 10 bonnes secondes. Puis la voix de papa, c'est impossible. Elle n'a pas l'argent. Elle a dit une bourse. Quelle bourse? Elle n'a pas le profil pour une bourse. Papa, je l'ai vue à la bibliothèque. Elle est. Je vais m'en occuper. Papa m'a appelé le lendemain matin. La première fois qu'il composait mon numéro en 3 ans. Francis, nous devons parler. À propos de quoi? Victoria dit que tu es à Whitmore. Tu as été transféré sans nous le dire. Je ne pensais pas que ça vous intéresserait. Une pause. Bien sûr que ça m'intéresse. Tu es ma fille. Le suis-je? Les mots sont sortis, plats. Pas amers. Juste factuels. Tu m'as dit que je ne valais pas l'investissement. Tu te souviens de ça? Silence. Francis, C'était il y a 4 ans, dans le salon. Tu as dit que je n'étais pas spécial, qu'il n'y avait pas de retour sur investissement avec moi. Je ne me souviens pas avoir dit. Moi, si. Encore le silence. Puis, nous devrions en discuter en personne. À la remise des diplômes. Nous venons pour la cérémonie de Victoria et... Je sais que vous venez. On se verra là-bas, papa. J'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. Cette nuit-là, assise dans mon petit appartement, celui que j'avais payé moi-même avec l'argent que j'avais gagné, j'ai repensé à cette conversation. Il ne se souvenait pas, ou il choisissait de ne pas se souvenir. Quoi qu'il en soit, il ne m'avait jamais vraiment vu. Pas vraiment. Mais dans 3 mois, il me verrait. Et quand ce moment viendrait, ce ne serait pas parce que je l'aurais forcé à regarder. Ce serait parce qu'il ne pourrait pas détourner le regard. Les semaines précédant la remise des diplômes sont devenues une sorte de calme étrange. Je savais qu'il venait. Maman, papa, Victoria, toute l'unité familiale parfaite descendant sur le campus pour célébrer la grande réussite de Victoria. Ils avaient réservé un hôtel, prévu un dîner, commandé des fleurs pour elle. Ils ne connaissaient toujours pas toute l'histoire. Victoria leur avait dit que j'étais à Whitmore, mais elle ne savait rien de la bourse Whitfield. Elle ne savait rien de mon titre de major de promotion. Elle ne savait pas qu'on m'avait demandé de prononcer le discours de remise des diplômes. La Dr Smith a appelé pour prendre de mes nouvelles. Elle avait fait le voyage pour me voir. Voulez-vous que j'informe votre famille du discours? Non, Dr Smith. Je veux qu'ils l'entendent en même temps que tout le monde. Elle est restée silencieuse un moment. Il ne s'agit pas de les faire se sentir mal. Non, ai-je dit honnêtement. Il s'agit de dire ma vérité. S'il se trouve qu'ils sont dans le public, c'est leur affaire. Rebecca est venue en voiture pour la cérémonie. Elle m'a aidé à choisir une robe. Le premier vêtement neuf que j'achetais en 2 ans qui ne venait pas d'une friperie. Bleu marine, simple, élégante. On dirait une PDG, a-t-elle dit. J'ai l'impression que je vais vomir. C'est probablement la même chose. La nuit avant la remise des diplômes, je n'ai pas pu dormir. Pas à cause du stress, pas exactement. Je n'arrêtais pas de me demander, que ressentirais-je en les voyant? Est-ce que la vieille douleur reviendra en force? Voudrais-je qu'ils souffrent comme j'ai souffert? J'ai fixé le plafond jusqu'à 3 heures du matin, cherchant des réponses. Ce que j'ai trouvé ma surprise.
Je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais pas qu'il souffre. Je voulais juste être libre. Et demain, d'une manière ou d'une autre, je le serai. Et, je veux faire une pause ici une seconde. Si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille, si vous savez ce que c'est de travailler 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance, tapez, pareil, dans les commentaires. Je veux savoir combien d'entre nous ont vécu ça. Et si vous appréciez l'histoire jusqu'à présent, cliquez sur le bouton « J'aime ». Ça aide vraiment. Maintenant, retournons au matin de la remise des diplômes. Le 17 mai. Soleil radieux, ciel d'un bleu parfait, le genre de temps qui semblait presque ironique. Le stade de Whitmore pouvait accueillir 3000 personnes. À 9 heures, il était presque plein. Les familles affluaient par les portes, des fleurs et des ballons partout, le bourdonnement des conversations excitées remplissant l'air. Je suis arrivé tôt, entrant par l'entrée du corps professoral. Ma toge était différente de celle des autres diplômés. Une robe noire standard, oui, mais sur mes épaules reposait l'écharpe dorée du major de promotion. Épinglé sur ma poitrine se trouvait le médaillon de la bourse Whitfield, sa surface en bronze captant la lumière du matin. J'ai pris place dans la section VIP à l'avant de la scène, réservée aux étudiants d'honneur, aux orateurs. À 20 pieds de là, dans la section générale des diplômés, Victoria prenait des selfies avec ses amis. Elle ne m'avait pas encore vue. Et au premier rang du public, en plein centre, les meilleures places, étaient assis mes parents. Papa portait son costume bleu marine, celui qu'il gardait pour les grandes occasions. Maman portait une robe de couleur crème, un énorme bouquet de roses sur ses genoux. Entre eux se trouvait une chaise vide, probablement réservée aux manteaux et aux sacs à main. Pas pour moi. Jamais pour moi. Papa tripotait son appareil photo, ajustant les réglages, se préparant à capturer le moment de Victoria. Maman souriait, saluant quelqu'un de l'autre côté de l'allée. Ils avaient l'air si heureux, si fiers. Ils n'avaient aucune idée. Le président de l'université s'est approché du podium. La foule s'est tue. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2025 de l'université de Whitmore. Applaudissements. Acclamations. J'étais assise, parfaitement immobile, les mains croisées sur mes genoux. Dans quelques minutes, ils appelleraient mon nom et tout changerait. J'ai regardé une dernière fois mes parents, leurs visages pleins d'attente, leurs appareils photos prêts pour le moment de gloire de Victoria. La cérémonie se déroulait par vagues. Discours de bienvenue, remerciements, diplômes honorifiques, le spectacle habituel qui étire le temps comme du caramel. Puis le président de l'université est retourné au podium. Et maintenant, j'ai le grand honneur de vous présenter la majeure de promotion et boursière Whitfield de cette année. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer. Une étudiante qui a fait preuve d'une résilience, d'une excellence académique et d'une force de caractère extraordinaire. Dans le public, ma mère s'est penchée pour murmurer quelque chose à mon père. Il a hoché la tête, ajustant l'objectif de son appareil, pointé sur Victoria. Pendant un instant suspendu, rien ne s'est passé. Puis je me suis levée. 3000 paires d'yeux se sont tournés vers moi. J'ai marché vers le podium, mes talons claquant sur le sol de la scène, l'écharpe dorée se balançant à chaque pas. Le médaillon Whitfield brillait sur ma poitrine. Et au premier rang, j'ai vu les visages de mes parents se transformer. La main de papa s'est figée sur son appareil photo. Le bouquet de maman a glissé sur le côté. D'abord, la confusion. Qui est-ce? Puis la reconnaissance. Attends, c'est. Puis le choc. Ce n'est pas possible. Puis plus rien qu'un silence blême et stupéfait. La tête de Victoria s'est tournée brusquement vers la scène. Sa mâchoire est tombée. Je l'ai vu articuler mon nom. Francis. J'ai atteint le podium, j'ai ajusté le microphone. 3000 personnes ont applaudi. Mes parents, non. Ils sont restés là, figés, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur leur monde entier. Pour la première fois de ma vie, ils me regardaient. Vraiment. Pas Victoria. Pas à travers moi. Ils me regardaient,
Moi. J'ai laissé les applaudissements s'éteindre. Puis je me suis penchée vers le microphone. Bonjour à tous. Ma voix était stable, calme. Il y a 4 ans, on m'a dit que je ne valais pas l'investissement. Au premier rang, la main de ma mère s'est portée à sa bouche. L'appareil photo de papa pendait, inutile, à son côté. Et j'ai commencé à parler. On m'a dit que je n'avais pas ce qu'il fallait. Ma voix portait à travers le stade, amplifiée par le système sonore, stable comme un battement de cœur. On m'a dit d'attendre moins de moi-même parce que les autres attendaient moins de moi. 3000 personnes étaient assises dans un silence parfait. Alors j'ai appris à attendre plus. J'ai parlé des 3 emplois, des 4 heures de sommeil, des dîners de nouilles instantanées et des manuels d'occasion. J'ai parlé de ce que cela signifiait de construire quelque chose à partir de rien. Non pas parce que l'on voulait prouver à quelqu'un qu'il avait tort, mais parce qu'on avait besoin de se prouver à soi-même qu'on avait raison. Je n'ai pas donné de nom. Je n'ai pointé personne du doigt. Je n'en avais pas besoin. Le plus grand cadeau que j'ai reçu n'était pas un soutien financier ou des encouragements. C'était la chance de découvrir qui je suis sans la validation de personne. Au premier rang, ma mère pleurait. Pas les larmes fières et joyeuses d'une cérémonie de remise de diplôme. Quelque chose de plus brut. Quelque chose qui ressemblait à du chagrin. Mon père était assis, immobile, fixant le podium comme s'il voyait une étrangère. Peut-être que c'était le cas. À tous ceux à qui on a déjà dit, tu n'es pas assez. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. Vous l'êtes. Vous l'avez toujours été. J'ai regardé la mère de visage, les autres diplômés qui avaient lutté, les parents qui s'étaient sacrifiés, les amis qui avaient cru, et oui, ma propre famille assise au premier rang comme des statues. Je ne suis pas ici parce que quelqu'un a cru en moi. Je suis ici parce que j'ai appris à croire en moi-même. L'ovation qui a suivi a été assourdissante. Les gens se sont levés. Une standing ovation. 3000 personnes acclamant une fille qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Je me suis reculé du podium, et en descendant de la scène, j'ai vu James Whitfield III qui m'attendait en bas. Mais il n'était pas le seul. La zone de réception bourdonnait de champagne et de félicitations. Je serrai la main du doyen quand je les ai vus approcher. Mes parents, se déplaçant dans la foule comme s'ils marchaient dans l'eau. Papa m'a atteinte le premier. Francis. Sa voix était rauque. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai accepté un verre d'eau pétillante d'un serveur qui passait, j'ai pris une gorgée. Avez-vous jamais demandé? Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Maman est arrivée à côté de lui, le mascara coulant sur ses joues. Ma chérie, je suis tellement désolée. Nous ne savions pas, si, vous saviez. J'ai gardé une voix égale. Vous avez choisi de ne pas voir. Ce n'est pas juste, a commencé papa. Juste. Le mot est sorti calmement, pas sèchement. Vous m'avez dit que je ne valais pas l'investissement. Vous avez payé $250 000 pour l'éducation de Victoria et vous m'avez dit de me débrouiller. Voilà ce qui s'est passé. Maman a tendu la main vers moi. J'ai reculé. Francis, s'il te plaît. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Et je le pensais. La colère s'était consumée il y a des années, remplacée par quelque chose de plus propre. Mais je ne suis plus la même personne qui a quitté votre maison il y a 4 ans. La mâchoire de papa s'est crispée. J'ai fait une erreur. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Tu as dit ce que tu croyais. J'ai croisé son regard. Mais tu avais raison sur une chose. Je ne valais pas l'investissement. Pas pour vous. Mais j'ai valu chaque sacrifice que j'ai fait pour moi-même. Il a tressailli comme si je l'avais frappé. James Whitfield III est apparu à mon coude, me tendant la main. Mademoiselle Townsend, discours brillant. La fondation est fière de vous avoir. J'ai serré sa main pendant que mes parents regardaient. Le fondateur de l'une des bourses les plus prestigieuses du pays, traitant leur fille sans valeur comme un trésor. J'ai vu que ça les frappait à ce moment-là, tout le poids de ce qu'ils avaient manqué, de ce qu'ils avaient jeté. Après que M. Whitfield se soit éloigné, je me suis retournée vers mes parents.
Il semblait plus petit, en quelque sorte, diminué. Je ne vais pas prétendre que tout va bien, ai-je dit. Parce que ce n'est pas le cas. Francis, s'il te plaît, a murmuré maman. Pouvons-nous juste parler, en famille? Nous sommes en train de parler. Je veux dire, vraiment parler. Rentre à la maison pour l'été. Laisse-nous. Non. Le mot était ferme, mais pas dur. J'ai un travail à New York. Je commence dans 2 semaines. Je ne rentrerai pas, papa s'est avancé. Tu nous coupes les ponts, comme ça? Je fixe des limites. J'ai gardé une voix stable. Il y a une différence. Qu'est-ce que tu veux de nous? Sa voix s'est brisée. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père avoir l'air perdu. Dis-moi ce que tu veux et je le ferai. J'ai réfléchi à la question. Vraiment réfléchi. Je ne veux plus rien de vous. C'est ça, le point. J'ai pris une profonde inspiration. Mais si vous voulez parler, vraiment parler, vous pouvez m'appeler. Je répondrai peut-être. Ou peut-être pas. Ça dépendra si vous appelez pour vous excuser ou pour vous sentir mieux. Maman pleurait à nouveau. Nous t'aimons, Francis. Nous t'avons toujours aimé. Peut-être, ai-je dit. Mais l'amour, ce ne sont pas que des mots. Ce sont des choix. Et vous avez fait les vôtres. Victoria est apparue au bord de notre cercle, hésitante. Francis, a-t-elle balbutié. Félicitations. Merci. Pas de câlin, pas de réconciliation larmoyante, mais pas de cruauté non plus. Je t'appellerai un de ces jours, lui ai-je dit. Si tu veux. Elle a hoché la tête, les yeux humides. J'aimerais bien. Je me suis retournée et je suis partie. Sans courir, sans fuir. Juste en avançant. La docteure Smith attendait près de la sortie, un sourire tranquille sur son visage. Vous avez bien fait, a-t-elle dit. Je suis libre, ai-je répondu. Et pour la première fois de ma vie, je le pensais. Les répercussions ont commencé avant même que mes parents quittent le campus. À la réception, j'ai vu la scène se dérouler. J'ai vu la lente prise de conscience se propager parmi la foule d'amis de la famille et de connaissances. Madame Patterson du Country Club s'est approchée de ma mère. Diane, je ne savais pas que Francis allait à Whitmore. Et boursière Whitfield. Vous devez être si fière. Le sourire de ma mère semblait douloureux. Oui, nous sommes très fiers. Mais comment diable avez-vous gardé ça secret? Si ma fille gagnait ça, je le mettrais sur des panneaux publicitaires. Ma mère n'avait pas de réponse. Au cours des semaines suivantes, les questions se sont multipliées. Les partenaires commerciaux de papa l'ont interrogé sur moi. J'ai vu le discours de ta fille en ligne. Une histoire incroyable. Tu as dû vraiment la pousser à exceller. Il ne pouvait pas leur dire la vérité. Qu'il avait fait le contraire. Victoria m'a appelé 3 jours après la remise des diplômes. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa ne parle presque plus. Il reste juste assis là. Je suis désolée d'entendre ça. Vraiment? J'y ai réfléchi. Je ne veux pas qu'ils souffrent, mais je ne suis pas responsable de leurs sentiments. Silence au bout du fil. Francis, je suis désolée. J'aurais dû demander. J'aurais dû faire attention. J'étais juste tellement prise dans mes propres histoires. Je sais. Et je sais que tu savais que j'étais inconsciente. Je savais que tu n'avais aucune raison de remarquer. J'ai fait une pause. Aucune de nous n'a choisi la façon dont ils nous ont élevés. Mais nous pouvons choisir ce qui se passera ensuite. Encore le silence. Tu me détestes? Non. Et je le pensais. Je n'ai pas l'énergie de détester qui que ce soit. Je veux juste aller de l'avant. Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre un café un de ces jours? Recommencer à zéro? J'ai pensé à ma sœur, à cette fille qui avait tout eu et qui s'était quand même retrouvée les mains vides, d'une manière différente. Oui, ai-je dit. 2 mois après la remise des diplômes, je me tenais dans mon nouvel appartement à Manhattan.
Il était petit, un studio, en fait, une fenêtre donnant sur un mur de briques, une cuisine de la taille d'un placard. Mais il était à moi. J'avais signé le bail avec l'argent de mon premier salaire chez Morrison & Associates, l'un des meilleurs cabinets de conseil financier de la ville. Poste de débutant, longues heures, courbe d'apprentissage abrupte. Je n'avais jamais été aussi heureuse. La Dr Smith a appelé un samedi matin. Comment la grande ville vous traite-t-elle? Épuisante, excitante, tout ce dont on m'avait prévenu. Elle est le Harry. Ça semble normal. Je suis fière de vous, Francis. J'espère que vous le savez. Je le sais. Merci pour tout. Rebecca m'a rendu visite le week-end suivant. Elle est entrée dans mon studio, a regardé autour d'elle et l'a déclaré, exactement aussi petit et déprimant que prévu. Puis elle m'a serré dans ses bras si fort que je ne pouvais plus respirer. Tu l'as fait, Frankie. Tu l'as vraiment fait. Un soir, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Manuscrite, 3 pages, l'écriture en boucle de ma mère. Cher Francis, je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Je ne suis pas sûre que je le ferais, si j'étais toi. Elle écrivait sur le regret, sur les 1000 petites façons dont elle m'avait fait défaut, sur le fait de me voir sur cette scène et de réaliser qu'elle regardait une étrangère qui était aussi sa fille. Je sais que je ne peux pas défaire ce qui s'est passé, mais je veux que tu saches. Je te vois maintenant. Je vois qui tu es devenu. Et je suis si désolée de ne pas t'avoir vu plus tôt. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Non pas parce que je la punissais, mais parce que j'avais besoin de temps pour savoir ce que je voulais dire, si tant est que je veuille dire quelque chose. Pour une fois, le choix m'appartenait. Ok, on est presque à la fin, mais je dois vous demander, si vous étiez à ma place, pardonneriez-vous à vos parents? Commentez, oui, si vous leur pardonneriez, non, si vous ne le feriez pas, ou, peut-être, si, comme moi, vous auriez besoin de temps. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Nous avons encore beaucoup d'histoires comme celle-ci à venir. Très bien, voici comment tout s'est terminé. Je pensais que l'amour était quelque chose que l'on méritait. Que si j'étais assez intelligente, assez bien, si je réussissais assez, mes parents me verraient enfin. Que leur approbation était un prix à la fin d'une course invisible. 4 années de lutte m'ont appris quelque chose de différent. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer de la bonne manière. On ne peut pas mériter ce qui aurait dû être donné librement. Et on ne peut pas passer sa vie à attendre que les gens remarquent notre valeur. À un moment donné, il faut la remarquer soi-même. Je regarde ma vie maintenant, mon appartement, mon travail, mes amis qui m'ont choisi, et je réalise quelque chose. J'ai construit tout ça, chaque pièce. Pas par colère, pas par dépit, mais par nécessité. Le rejet de mes parents ne m'a pas brisée. Il m'a reconstruite. La fille qui était assise dans ce salon il y a 4 ans, désespérant de l'approbation de son père, elle n'existe plus. À sa place, il y a une femme qui sait exactement ce qu'elle vaut et qui n'a besoin de personne d'autre pour le valider. Certaines nuits, je pense encore à eux. Au dîner de famille auquel je n'étais pas invitée. Aux photos de Noël sans mon visage. Aux quarts de millions de dollars qu'ils ont dépensés pour ma sœur pendant que je mangeais des nouilles instantanées dans une chambre louée. Ça fait encore mal parfois. Je ne pense pas que ça cesse de faire mal complètement. Mais la douleur ne me contrôle plus. J'ai appris quelque chose qui a mis des années à être compris. Le pardon, ce n'est pas absoudre quelqu'un. C'est relâcher sa propre emprise sur la douleur. Je n'en suis pas encore là. Pas entièrement. Mais j'y travaille. Et pour la première fois de ma vie, j'y travaille pour moi. Pas pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise, pas pour maintenir la paix. Juste pour moi. 6 mois après la remise des diplômes, mon téléphone a sonné. Papa. J'ai failli laisser sonner jusqu'à la messagerie. Presque. Allô? Francis. Sa voix semblait différente. Fatiguée. Merci d'avoir décroché. Je n'étais pas sûre de le faire. Silence.
Puis, je le mérite. J'ai attendu. Je pense à ça tous les jours depuis la remise des diplômes, j'essaie de trouver quoi te dire. Il a fait une pause. Je n'arrive à rien. Alors dis simplement ce qui est vrai. Une autre longue pause. J'ai eu tort. Pas seulement pour l'argent, pour tout. La façon dont je t'ai traité, les choses que j'ai dites, les années où je n'ai pas appelé, pas demandé, sa voix s'est brisée. Je n'ai aucune excuse. J'étais ton père et je t'ai laissé tomber. Je l'ai écouté respirer à l'autre bout du fil. Je t'entends, ai-je dit finalement. C'est tout. Qu'est-ce que tu attendais? Je ne sais pas. Je pensais que peut-être. Peut-être que tu me dirais comment réparer ça. Ce n'est pas mon travail de te dire comment réparer ce que tu as cassé. Encore le silence. Tu as raison. Il semblait plus vieux que je ne l'avais jamais entendu. Tu as absolument raison. Mais... J'ai pris une inspiration. Si tu veux essayer, je suis prête à te laisser faire. Vraiment? Je ne promets rien. Pas de dîner de famille, pas de prétention que tout va bien. Mais si tu veux avoir une vraie conversation, honnête, sans détour, j'écouterai. C'est plus que ce que je mérite. Oui, c'est vrai. Il a ri. Un petit son brisé. Tu as toujours été la plus forte, Francis. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Ouais, ai-je dit. Tu l'étais. Nous avons parlé quelques minutes de plus. Rien de profond, juste deux personnes essayant de trouver un terrain d'entente à travers des années de décombres. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. Cela fait 2 ans depuis la remise des diplômes. Je suis toujours à New York, toujours chez Morrison & Associates, bien que j'ai été promue 2 fois. Je commence mon MBA à Columbia cet automne, payé par mon entreprise. La gamine qui mangeait des nouilles instantanées et dormait 4 heures par nuit, elle me reconnaîtrait à peine maintenant. Mais je ne l'ai pas oubliée. Je la porte avec moi chaque jour. Victoria et moi nous voyons pour un café 1 fois par mois. C'est parfois gênant. Nous apprenons à être des sœurs en tant qu'adultes, ce qui est étrange car nous ne l'avons jamais vraiment été en tant qu'enfants. Mais elle essaie. Je peux le voir maintenant. Je suis désolée de ne pas l'avoir vue, m'a-t-elle dit lors de notre dernier café. Toutes ces années, j'étais tellement concentrée sur ce que je recevais. Je n'ai jamais demandé ce que tu ne recevais pas, je sais. Comment tu fais pour ne pas me détester pour ça? Parce que tu n'as pas créé le système. Tu en as juste profité. Mes parents sont venus me rendre visite le mois dernier. Première fois à New York. C'était inconfortable, guindé. Papa a passé la moitié du temps à s'excuser. Maman a passé l'autre moitié à pleurer. Mais ils sont venus. Ils se sont présentés à ma porte, dans ma ville, dans la vie que j'ai construite sans eux. Ça signifiait quelque chose. Je ne suis pas prête à nous appeler à nouveau une famille. Ce mot porte trop de poids, trop d'histoire. Mais nous sommes quelque chose. En train de travailler sur quelque chose. Le mois dernier, j'ai fait un chèque au fonds de bourse d'études d'Eastbrook State. $10 000, anonyme, pour les étudiants sans soutien financier familial. Rebecca a pleuré quand je lui ai dit. Frankie, tu changes littéralement la vie de quelqu'un. Quelqu'un a changé la mienne. J'ai pensé à la Dr Smith, au service au café à l'aube, à la nuit où j'ai mis en favori la bourse Whitfield, sans jamais croire que je la gagnerais vraiment. Au chemin que j'ai parcouru, et à celui que je veux encore parcourir. Si vous regardez ceci et que quelque chose dans mon histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été ignoré, sous-estimé ou si on vous a dit que vous n'étiez pas assez bien par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus, je veux que vous entendiez ceci, ils avaient tort. Ils ont toujours eu tort. Votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui la voient. Ce n'est pas un chiffre sur un chèque, ni une place à une table, ni une place sur une photo. Votre valeur existe, qu'une seule personne sur cette planète la reconnaisse ou non. J'ai passé 18 ans de ma vie à attendre que mes parents me remarquent. J'en ai passé 4 de plus à prouver que je n'avais pas besoin d'eux. Et vous savez ce que j'ai finalement appris?
L'approbation que je cherchais n'allait jamais combler le vide en moi. Seul moi pouvais le faire. Certains d'entre vous sont en rupture avec leur famille. Certains se battent encore pour des miettes d'attention. Certains commencent tout juste à réaliser que l'amour qu'ils reçoivent n'est pas l'amour qu'ils méritent. Où que vous en soyez dans ce voyage, je veux que vous sachiez qu'il est acceptable de vous protéger. Il est acceptable de fixer des limites. Il est acceptable de décider que vous comptez plus que de maintenir la paix. Et il est acceptable de pardonner, mais seulement lorsque vous êtes prêt, pas un instant avant. Vous n'avez pas besoin de vos parents, de vos frères et sœurs ou de qui que ce soit d'autre pour confirmer ce que vous savez déjà. Vous êtes assez. Vous l'avez toujours été. Regardez-vous dans le miroir et dites-le à voix haute. Je suis assez. C'est la première étape. Le reste, c'est à vous de jouer. Mais je crois en vous. Parce que si une fille à qui on a dit qu'elle ne valait pas l'investissement peut se tenir sur une scène devant 3000 personnes en tant que boursière Whitfield, vous pouvez tout faire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et laissez un commentaire. Quelle partie a le plus résonné en vous? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer notre prochaine histoire. Il y a d'autres histoires de drames familiaux qui vous attendent dans la description ci-dessous.